Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. D'ailleurs, Laure, cette chevelure magnifique, parce qu'on parle d'alopécie. Comment ça se fait qu'on ait une belle chevelure là? Si moi quelqu'un scanne mon crâne, il pourra peut-être trouver un volumateur capillaire au bout d'un moment. Alors qu'est-ce que c'est? Raconte. Parce que ça j'ai appris en préparant l'émission. Un volumateur capillaire, c'est simple, c'est une pièce de cheveux qu'on tu vas l'enlever? Ah oui, je peux le retirer. Waouh. ça va vite. Je pensais que c'était plus complexe que ça. À nos propres cheveux en fait, et qui permet en quelques clics de retrouver une densité. Oui, bien sûr. Oh là là. Je veux aussi toucher. Je l'ai regardé dans les coulisses, c'est incroyable. Ravie de vous retrouver sur ABC Talk TV pour une émission qui s'appelle Ici on papotait, vous le savez. Et on va papoter. Papoter de quoi aujourd'hui? D'alopécie. Alors ce terme, peut-être qu'il ne vous évoque rien du tout. Et justement, il faut que vous sachiez que c'est une maladie qui touche les cheveux. Petit point, une personne possède en moyenne 100 000 à 150 000 cheveux et perd environ 40 à 100 cheveux par jour. C'est une chute permanente et normale, on va dire. Bon, il y a des petites pointes au changement de saison, on en reparlera. Mais une chute de cheveux est considérée comme pathologique lorsque la personne va perdre plus de 100 cheveux par jour pendant une longue période d'au moins 2 mois. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec 3 invités, 2 atteintes d'alopécie, une experte en alopécie, en d'autres termes, un docteur dermatologue. Bonjour, docteur Skin. Bonjour. Alors, vous êtes dermatologue, alors spécialiste en dermatologie médicale, chirurgicale et esthétique. Vous travaillez, enfin, je ne sais pas pourquoi je suis passée sur le vouvoiement, on va se tutoyer peut-être. Oui, avec plaisir. Tu travailles en libéral. Tu as pu constater dans ta pratique clinique au quotidien, en fait, les conséquences de la désinformation. Et c'est d'ailleurs comme ça que je t'ai connue, parce que tu es sur les réseaux sociaux. Exactement. Ça fait 3 ans, je crois, que tu fais ça à peu près. Oui, ça fait 3 ans. On te retrouve d'ailleurs sur Instagram sous le pseudo Dr Skin. Ce n'est pas son nom de famille, mais on va l'appeler comme ça parce que c'est comme ça qu'on te connaît le plus. Tu as d'autres réseaux sociaux d'ailleurs que Instagram ou pas? Je t'ai jamais. Non, c'est vraiment principalement Instagram. Ouais, donc sur Instagram, donc tu luttes contre la désinformation. Exactement. Et tu es là aujourd'hui pour un peu m'aider et éclairer nos téléspectateurs sur ce qu'est l'alopécie. Exactement. Alors on a aussi Catherine Tormeau, 38 ans, je dis l'âge. Et oui, là je crois que je l'ai pas dit, mais tu es présidente de l'association qui s'appelle La Tresse. Donc je pense qu'on comprend de quoi on va vraiment parler. Association au service des femmes et des enfants touchés par l'alopécie. Et tu es toi-même atteinte d'alopécie androgénétique. Tout à fait. Et on va en parler juste après. Et puis je vais terminer avec Laure Sauget. Toi tu as 38 ans, tu as une alopécie androgénétique également, qui a été diagnostiquée à l'âge de 20 ans, donc tu en as 38. Je vais pas rentrer trop dans le détail parce que je veux que tu nous l'expliques, mais je sais que tu parles régulièrement sur les réseaux sociaux de l'alopécie et en l'occurrence aussi du volumateur capillaire, qui est peut-être un gros point d'interrogation pour vous. Ça l'était pour moi quand j'ai préparé l'émission. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Ton internet, enfin ton Instagram, c'est comme un diadème, c'est comme ça qu'on te retrouve. Tu as aussi d'autres réseaux sociaux peut-être? Il y a YouTube, donc c'est comme un diadème également. Ouais, TikTok, tout comme un diadème. Tout comme un diadème. D'ailleurs, pourquoi comme un diadème? Parce que pour moi, un volumateur capillaire, c'est comme un diadème. Comme un bijou. En fait, ça nous change, mais sans nous changer réellement, ça peut nous donner de la confiance, de l'estime de soi, peut-être même du charisme. En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti quand je suis passée au volumateur capillaire. Eh ben, on va commencer par toi. Voilà, fallait pas venir. Donc, moi, j'ai besoin de comprendre. Mais non, en fait, on va pas commencer par toi. Attention, je vais me tourner plutôt vers l'experte qui est ici présente, Dr Skin. Dr Skin, tu es dermatologue. Oui. Donc, tu traites tout ce qui est en lien avec la peau. C'est ce que la plupart des gens pensent. Oui. Mais tu traites au sens large ce qu'on appelle les fanères. Exactement. Donc aussi
tout ce qui traite du poil. Voilà, on va dire les fanères, voilà, les poils, les cheveux, les ongles. Voilà, donc tu traites tout ça. Exactement. D'où la spécialité que tu as et qui permet de parler de l'alopécie aujourd'hui. Tu as beaucoup de patients qui ont une alopécie et d'ailleurs, tu vas commencer par nous donner une définition de l'alopécie réellement. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors beaucoup sur les réseaux sociaux pensent que l'alopécie c'est une maladie. En fait, l'alopécie... d'ailleurs, je crois que j'ai dit maladie dans ma présentation. L'alopécie androgénétique, c'est une maladie, entre guillemets, mais quand on parle d'alopécie, on parle en fait d'un signe clinique, c'est-à-dire c'est un terme médical pour dire qu'on observe qu'il y a une zone où il y a une perte de cheveux. C'est ça ce que ça veut dire. Après, les alopécies peuvent être présentes dans différentes maladies. Et donc, nous, quand on observe chez quelqu'un une alopécie, ensuite, on va rechercher le diagnostic. Donc voilà, il faut pas confondre l'alopécie avec ce qu'on appelle en fait souvent l'alopécie androgénétique, qui, elle, est vraiment un diagnostic. D'accord. Eh oui, c'est très intéressant. Alors, et par voie de conséquence, l'alopécie androgénétique, puisque c'est ce qui vous touche toutes les deux, mesdames, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est génétique ? C'est dû à un stress ? Ça vient d'où ? Alors, l'alopécie androgénétique, comme son nom l'indique, ça dépend des androgènes, qui sont des hormones mâles, et de la génétique. En fait, c'est une chute qui est génétiquement programmée et qui dépend des hormones mâles, les androgènes. On en a tous, hein. Il n'y a pas que les hommes qui en ont, il y a aussi les femmes qui ont des androgènes. Et en fait, c'est une sensibilité accrue du cuir chevelu, des follicules, aux hormones masculines. En fait, l'hormone masculine par excellence, c'est la testostérone. Au niveau du cuir chevelu, et à d'autres endroits bien sûr, elle est transformée en DHT par une enzyme. Et c'est cette sensibilité à cette DHT qui fait qu'avec le temps, on a en fait un poil et un cheveu qui va s'affiner avec le temps et finir aussi par tomber plus vite. Parce que le cheveu, il pousse selon un cycle. On a ce qu'on appelle les follicules pileux, c'est des sortes d'usines qui fabriquent le cheveu, le poil. Et ce cheveu, à chaque fois, il va passer par 3 phases. Il y a une phase de croissance, la phase anagène, ensuite il y a une phase de repos et ensuite une phase où il chute. Et dans l'alopécie androgénétique, ce phénomène peut s'accélérer un petit peu et puis aussi le calibre du cheveu va devenir de plus en plus fin, surtout sur des zones, ça dépend après si c'est l'homme ou si c'est la femme qui sont atteints, mais sur la partie du dessus et un petit peu sur les côtés. D'accord. Bon, alors on va vraiment demander aux intéressés. Laure, puisque je t'ai donné une fausse joie en commençant par toi et finalement bifurquant sur l'expert. Donc toi, c'est arrivé il y a plusieurs années. Vraiment, on est à une vingtaine d'années. Hein. C'était à l'âge de 20 ans, tu en as 38, il y a 18 ans. Ça t'est arrivé... Enfin, comment le diagnostic est posé? Comment ça apparaît? Raconte-nous tout. En fait, je pense que j'ai commencé à perdre mes cheveux à partir de la puberté, la fin de la puberté, sauf que moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est ma mère qui m'a poussée à aller voir un dermatologue parce qu'elle trouvait que je perdais mes cheveux, que ma raie s'élargissait au niveau. Et elle était super inquiète. Moi, j'avais absolument rien remarqué à ce moment-là. Et donc, je suis allée voir un dermatologue qui, après avoir fait diverses analyses pour vérifier que je manquais pas de vitamines ou qu'il n'y avait pas, je sais pas, de dérèglements hormonaux, a conclu à une alopécie androgénétique. Et donc, oui, j'avais 20 ans à ce moment-là. D'accord. Quand on t'apprend ça, tu comprends pas En fait, j'avais compris avant même qu'ils me le disent parce que j'ai cherché sur Google. Après ma première visite avec le dermato, j'avais des prescriptions quand même de vitamines, cystine B6, des choses comme ça, du fer, parce que j'avais quand même une petite carence. Et j'ai cherché chute de cheveux femme et je suis tombée sur des articles qui parlaient d'alopécie androgénétique. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça et je me suis dit, à tous les coups, ce truc, ça va être pour moi. Je le sens.
En fait, les femmes, le problème, c'est que les femmes attendent souvent que ça soit trop important avant de penser à quelque chose qui est génétiquement programmé. Parce que dans notre tête, les femmes ne peuvent pas devenir, entre guillemets, chauves. Parce que c'est une présentation qui est différente. C'est comme vous dites, c'est une raie qui est de plus en plus apparente. Ouais. On parle de signes un peu en arbre de Noël. Parce que voilà, la raie devient plus apparente. Ouais, c'est ça. Et moi, je savais pas que ça existait, mais tout de suite, j'ai fait le rapprochement que mon père avait perdu ses cheveux à l'âge de 20 ans. Et je l'ai senti comme une fatalité. Je me suis dit, là, je le sens. Et en fait, quand quelques mois plus tard, 2-3 mois après, il m'a prescrit du minoxidil, j'avais vu que c'était le seul traitement contre l'alopécie. Et il me l'a pas vraiment dit que j'avais une alopécie, mais par ce traitement, j'ai compris. Il a voulu te protéger, tu penses, ou... Non, je pense pas. C'est juste qu'il n'était pas dans l'explication. Il l'a peut-être dit au bout d'un moment. J'avoue que je me souviens même plus vraiment, mais en fait... moi, j'avais fait suffisamment de recherches entre les deux et j'ai vu le traitement et j'ai compris. Il m'a suivi quelques mois quand même. Et quand j'ai vu que c'est ce qui me prescrivait sur du long terme, j'ai compris très bien toute seule, en fait. Catherine, pareil. Donc toi, alopécie androgénétique. Oui. À quel moment, comment, enfin, même question. Quel est le début de tout ça? Moi, c'était plutôt à 30-32 ans. En fait, j'avais des cheveux, énormément de cheveux bouclés. Donc, en fait, la chute, elle est normale chez la femme, dans la tête de la femme, tant qu'on n'est pas réellement informé sur le fait que l'alopécie, la perte de cheveux peut exister de façon plus ou moins pathologique chez la femme. On perd des cheveux, ouais, c'est normal, quoi. Mais moi, j'en perdais à balles. Et pour moi, c'était... Plus de 100 par jour. Ouais, on les compte pas. Oui. On les compte pas, mais je veux dire, ça fait une on certaine les voit masse. partout, par terre, sur l'oreiller, sur les vêtements. Moi, j'ai le souvenir aussi de parler à mes potes, tirer comme ça. Enfin voilà, c'était quelque chose de normal. Sauf qu'à un moment donné, en fait, mon coiffeur se rend compte au moment du shampoing, il me dit mais t'en as perdu quand même pas mal. Enfin, je trouve sur la masse, en fait. Ouais, sur la masse. Il me dit j'ai l'impression que t'as moins d'épaisseur. Et alors là, le début de l'enfer, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai plongé dans les méandres d'Internet. J'ai cherché comme une folle dingue. J'en parlais à mes proches qui me disaient mais non, enfin, t'as beaucoup de cheveux, arrête un peu, c'est dans ta tête. Sauf que non, on commence à regarder, on voit les tempes qui se creusent, on commence à voir en effet que sous certaines lumières, bon, il y a une transparence qui n'est pas forcément très agréable. Et puis ensuite, ça a été la course un peu au diagnostic, parce qu'en fait, à chaque fois que je consultais un dermatologue, c'était « Ah oui, en effet, vous en perdez ». Il n'y avait pas le diagnostic, donc c'était des piqûres de biotine bépantène dans les fesses, on adore, du fer, du minoxidil, mais sans me poser un réel diagnostic. Donc, j'étais toujours un peu entre deux eaux, même si, pareil, comme toi, Laure, j'étais convaincue que j'allais tirer le gros lot en voyant la chevelure de ma mère et de mes tantes. C'était un indicateur. Oui. C'était un indicateur et bon, je repoussais cette idée, mais bon, il fallait se rendre à l'évidence. Donc... Ce qui est un peu traître, je trouve, chez la femme, surtout celles qui ont beaucoup de cheveux. Moi, c'est la remarque que me font toutes mes patientes qui viennent pour chute, on me dit mais arrête, c'est dans ta tête, t'as beaucoup de cheveux. Ben oui, mais c'est pas parce qu'on a beaucoup de cheveux qu'on peut pas avoir une alopécie androgénétique. Exactement. En fait. Ça n'a rien à voir. Donc il faut se faire confiance. Quand on sent vraiment qu'il y a une chute qui perdure, qu'on les retrouve anormalement dans la douche, sur les vêtements, sur la tête d'oreiller, c'est qu'il y a un problème. On se connaît, en fait. Quand on passe sa main dans ses cheveux et qu'on voit que la masse, elle a diminué, voilà. Sauf, après, bien sûr, il y a des gens qui ont peur de ce genre de diagnostic, donc ils ont tendance à surconsulter. Mais en général, il faut se faire confiance. Mais tu en as beaucoup, toi, des personnes qui viennent consulter pour de l'alopécie? Parce que moi, j'ai des chiffres, ça concernerait 20% des hommes. Et j'avais des chiffres, on en parlait en loge, qui n'étaient pas forcément les mêmes pour les femmes, mais c'est vrai que ça dépend de plusieurs aspects. Toi, ils viennent vraiment en grand nombre ou... En grand nombre, je sais pas, mais c'est quand même un motif de consultation qui est fréquent. Ça concerne énormément de gens et je pense aussi qu'avec les modes de vie actuels, il y a des chutes et des chutes de cheveux qui peuvent être en lien avec autre chose que l'alopécie androgénétique, parce que on parle que de l'alopécie androgénétique, mais il y a aussi des chutes réactionnelles à tout un tas de choses. Ça reste quand même un motif de consultation. Je voudrais pas d'ailleurs pour ceux qui nous regardent que dès que les cheveux se mettent un peu à tomber, se disent ça y est, j'ai faut pas se dire qu'on a l'alopécie androgénétique. C'est un motif fréquent de consultation. À quel moment on s'inquiète? C'est quand ça perdure trop dans le temps, j'imagine, parce que
que, par exemple, une femme qui a accouché a tendance à perdre des cheveux derrière. Oui. Tu es d'accord ? Oui. Finalement, à quel moment on différencie, même pour toi, en tant que médecin, comment tu différencies la perte réactionnelle d'une grossesse d'une alopécie androgénétique ? En fait, c'est aussi beaucoup l'évolution, les autres signes qu'on va voir. Mmh. On va poser tout un tas de questions déjà pour fixer un peu le cadre, des questions aussi sur les antécédents, sur l'antécédent notamment de chute avant la grossesse. C'est normal de perdre ses cheveux après la grossesse parce que pendant la grossesse, les cheveux sont beaucoup maintenus en phase de croissance. Donc pendant la grossesse, tout va bien, on a des super cheveux et après, ils continuent leur cycle comme ils devaient se poursuivre, sauf que comme il y avait beaucoup de cheveux en phase de croissance, ils vont chuter en plus grand nombre après. Donc souvent, on temporise un petit peu, on panique pas forcément tout de suite, et on se laisse un petit peu de temps de voir si la chute s'arrête, c'est que probablement c'était uniquement réactionnel. S'il y avait une chute qui se poursuivait, là, on va se poser plus de questions et aller plus loin. D'accord. J'ai une question d'ailleurs, parce que l'alopécie androgénétique ne se manifeste pas forcément avec une chute plus importante. C'est-à-dire que moi, en l'occurrence, cette perte de cheveux, c'était un effluvium télogène chronique qui a mis la lumière sur l'alopécie androgénétique naissante pour ma part. Mais beaucoup de femmes, en fait, en tout cas, c'est les retours que j'ai au niveau de l'association, n'ont pas vu la perte de cheveux du tout. Moi, c'est ça. Moi, j'ai jamais... mes cheveux, ils ont dû partir vraiment au fur et à mesure, discrètement. C'est toujours au fur et à mesure. Parce que j'ai jamais vu des cheveux sur les oreillers dans la douche. Enfin, maintenant, si, un petit peu, mais moi, j'ai juste vu mon crâne qui se clairsemait, en fait, surtout. Et encore pas trop vu, peut-être. C'est qu'il y a eu quand même une chute à laquelle on n'a pas forcément fait attention. Pourquoi ? Parce que dans notre tête, une femme ne perd pas ses cheveux. C'est ça. Ouais. C'est vrai. Donc en fait, même si on voit les cheveux dans la douche, on se dit c'est normal. Ouais, Donc on n'y prête pas forcément attention. Mais si on commence à voir ça reste, c'est qu'il y a eu une chute à un moment donné et elle se fait toujours la plupart du temps de manière chronique, sauf quand il y a des grosses chutes réactionnelles qui accompagnent, qui sont en plus de la chute de l'alopécie androgénétique. Et ça peut commencer très tôt. Sauf qu'on ne le remarque pas forcément. En tout cas, moi, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai commencé à faire une obsession sur ma chute de cheveux. Et j'ai jamais vraiment remarqué que je les perdais tant que ça. Non, on perd pas des grosses touffes. Ouais, voilà. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que on se dit pas, ah tiens, je mets ma main dans mes cheveux et je vois une grosse touffe. Non, c'est pas ça du tout. Hein. C'est un ou deux petits cheveux comme ci par là. Et sauf qu'ils retouchent pas et du coup. Exactement. Exactement. Ouais, c'est pourquoi d'ailleurs, là c'est un peu philosophique, mais pourquoi chez l'homme, finalement, c'est limite sexy, un homme avec une calvitie, et chez la femme, on n'en parle jamais. Mais sérieusement, on n'en parle jamais ou très très peu. Très très peu. Mais c'est le côté androgène, c'est le côté testostérone, cette espèce de mythe, un homme qui perd ses cheveux et gonflé de testostérone, viril, voilà, c'est ça. Alors que pas nécessairement. La femme, c'est aussi beaucoup son identité. Ah oui, c'est sa féminité. C'est la féminité est souvent représentée par les cheveux et donc quand on perd ses cheveux, c'est aussi une question vraiment on remet beaucoup en question son identité, sa féminité et je pense que c'est surtout ça qui fait paniquer les femmes quand on parle d'alopécie. Ah ben justement, c'était une de mes questions et c'est pour toutes les deux, la première qui répondra. Comment vous avez réagi quand vous saviez que là vous étiez dans cette problématique pathologie, puisqu'on peut le dire, là, puisque c'est l'alopécie androgénétique. Je vais m'adresser à Laure. Comment tu as réagi ? Tu t'es dit, ça y est, je suis un crâne chauve. Enfin, ça a été super dur parce que j'avais 20 ans, donc j'étais hyper jeune pour encaisser ça. À ce moment, ça se voyait pas tant que ça se voyait un peu, mais voilà. Mais ce qui est super dur à gérer, c'est de pas savoir comment on va devenir, en fait. C'est ça le pire, parce que on sait qu'on a ça, on sait que ça va évoluer. Donc, moi, comment j'ai réagi, c'est que la première étape, c'est que j'ai voulu me battre pour conserver mes cheveux au maximum. Donc, je suis passée vers les traitements minoxidil, qui fonctionnent bien, docteur ? En fait, tous les traitements qu'on a dans l'alopécie androgénétique, ce sont des traitements qu'on appelle suspensifs. Tant qu'on les prend, ça peut fonctionner. Mais plus ou moins, hein, y a des gens qui vont répondre plus que d'autres. Et quand on les arrête, la chute, elle reprend comme elle était programmée. Mais il y a des effets secondaires ou pas ? Là, je regarde Laure pour voir si... Je te laisse parler des effets que tu as. Oui, parce que la limite, on se dirait autant les prendre tout le temps. Mais j'imagine qu'il y a une contrepartie. Ça peut être un petit peu maintenu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ma part, ce que ça a fait, c'est que ça m'a fait me focaliser sur ma chute de cheveux, au final. Parce que matin et soir, je devais mettre ce produit sur ma tête et du coup, je focalisais sur est-ce que mes cheveux repoussent ? Est-ce que j'ai des repousses ou pas ? Mais j'étais dans ce truc où il fallait que je me batte, en fait.
Donc j'en ai mis pendant plusieurs années. J'ai plutôt bien toléré celui à 2%, parce qu'il y a 2 formulations, 2% et 5%. Après, au bout d'un moment, je suis passée au 5%, qui est celui qu'on donne aux hommes, mais qu'on peut aussi donner à certaines femmes, chez qui le 2% soit ne fonctionne pas trop, soit on trouve qu'on voudrait plus récupérer de cheveux. Et là, j'avais quand même un peu des effets secondaires, mais c'est très léger. J'avais du duvet sur les tempes, un petit peu. D'accord. Mais en fait, pour moi, ça pouvait être supportable, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et c'était pas que c'était si contraignant que ça, mais c'est que ça me ramenait continuellement à mon alopécie, matin et soir, tous les jours, parce qu'en plus, il faut le mettre tout le temps. Je faisais un peu des pauses le week-end, mais je me sentais coupable de faire une pause. Et puis moi, ce que j'aimais pas, c'est que je trouvais que ça me rendait mes cheveux ternes, parce qu'en fait, il faut le mettre après le lavage. Et du coup, on se lave les cheveux. Quand on a une alopécie, on est content parce que d'un seul coup, ils retrouvent un peu de volume. Et de se mettre le spray, ça me mouillait les cheveux. Et du coup, je revoyais mon crâne. Et c'est vrai que c'était pour moi un moment que j'aimais pas, mais je l'ai quand même mis pendant au moins 5 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, je m'attendais pas à ce que... J'ai arrêté au moment où j'ai voulu tomber enceinte, en fait, pour pas me retrouver avec un bébé plein de poils à la naissance. Oui, parce qu'on précise bien que j'imagine qu'il faut arrêter le traitement. Il faut arrêter, c'est mieux. En fait, ce que je dis à mes patientes, c'est qu'on applique le principe de précaution. Et tout ce qui n'est pas essentiel à la santé de la femme et à celle du bébé, par précaution, il faut l'arrêter. D'accord. Génétique veut dire que ça vient des parents. Il faut avoir les gènes de chaque parent ou pas? Pas forcément, c'est un peu aléatoire parce que probablement qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent là-dedans. Mais effectivement, si d'un côté ou de l'autre de la famille, il y a des personnes qui ont une alopécie androgénétique, on a plus de risques d'avoir une alopécie androgénétique. Certains disent que plus du côté de la mère, mais bon, c'est pas... oui, on n'est pas... Ce qui est certain, c'est que si on a au moins un des deux côtés, on a beaucoup plus de risques dans la mort. C'est sûr. Bon, Catherine, même question, parce que j'ai posé alors, mais du coup, comment tout ça a été Moi, quand vécu le diagnostic a été posé, j'étais soulagée, en fait. Je me suis dit, OK, bon... Donc, je suis pas juste marteau, parce que bon, on avait tendance à me dire, oui, bon, Catherine, tes cheveux, c'est l'arbre qui cache la forêt, donc... les gars, j'aime pas trop l'arbre, donc si en plus il y a une forêt comme ça derrière, merci mais non merci. Et puis ensuite, moi le minoxidil, donc j'imagine que du coup c'est des formulations peut-être un peu différentes qu'à ton époque quand tu le prenais, parce que moi j'utilise du 5% pour ne pas mettre 2 fois du 2% matin et soir, enfin c'est donc un équivalent. Et personnellement, ça me graisse pas du tout les cheveux, donc ça m'a pas plus dérangé que ça. C'est-à-dire que évidemment au début il y a ce côté ok, je mets un truc sur mon cuir chevelu, donc je me confronte. Donc ça c'était très 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 désagréable. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, pour moi, déjà c'est extrêmement rapide à appliquer. Et puis voilà, je mets de l'engrais quoi. Donc je me lave les cheveux, je me mets ma crème. On brosse les dents, c'est une routine. C'est une routine qui était initialement assez taboue. Pour ma part avant, maintenant, enfin, j'ai plus aucun problème. Puis l'association, évidemment, entre guillemets, a un peu ouvert, pour ma part, la conversation à ce propos-là. Mais oui, non, ça a été un soulagement. Et puis bon, il y avait toujours cette crainte que est-ce que le traitement va marcher, pas marcher. J'ai l'impression que ça marche pas suffisamment. Enfin bon. Mais voilà, moi, ça m'a surtout permis après de me dire, ok, je l'ai hyper mal vécu toute seule de mon côté. Je fais quoi de cette histoire, quoi? Est-ce que bon, je la garde pour moi et puis ça m'enrichit, c'est très bien, ou est-ce que je crée quelque chose qui pourrait éventuellement aider d'autres personnes qui vivent les choses un peu de la même manière que moi, à savoir d'une très 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 mauvaise manière. Voilà. Après, je pense que si moi je l'avais trouvé efficace sur moi, mais je sais qu'il y a une efficacité différente suivant les femmes, mais si j'avais vraiment pu être clairsemée grâce au minoxidil, je l'aurais continué. Mais le truc, c'est que plus le temps avançait, je commençais à avoir 30 ans, j'ai commencé à avoir des regards sur mon crâne, et je me disais, mais en fait, je suis en train de m'appliquer ça tous les jours. Ça a fonctionné sûrement un peu, parce que je pense que j'aurais été pire sans. Mais en fait, j'étais quand même encore clairsemée et quand même encore avec une alopécie. Donc, c'est juste que je me mettais ce truc. Je prenais du fer aussi, ça me donnait des coliques et toute la journée. Enfin, je me suis fait subir des choses pendant des années. Et en fait, voilà, quand ma fille est née, j'ai jamais eu l'énergie de reprendre. J'ai dit, on laisse tomber tout ça. Et puis voilà, quoi. Ouais, la tolérance, elle est différente, en fait, d'une personne à l'autre. Ça, c'est vraiment important. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Après, évidemment, d'en parler aussi avec son médecin. Il y a des manières d'appliquer qui font que
on peut peut-être les avoir un tout petit peu moins gras. Mais oui, effectivement, les personnes que je vois en consultation me rapportent souvent cet aspect qui peut les gêner un petit peu. Mais en même temps, si on le commence assez tôt, ça peut retarder la chute. Freiner, en fait. Freiner. Et c'est pour ça que c'est important de parler de la chute chez la femme, pour qu'elle se rende compte que non, elle psychote pas, que si elle voit qu'il y a une chute qui perdure, de commencer le traitement assez tôt, parce que c'est là où on va obtenir les meilleurs résultats. Et pas d'attendre vraiment d'être très clairsemé pour commencer. D'ailleurs, docteur, alopécie, pelade, pour moi, c'était des synonymes, mais apparemment pas. Non. La pelade peut donner une alopécie, mais la pelade, c'est une maladie auto-immune. Donc, c'est notre propre système immunitaire qui va venir détruire les follicules pileux. Et donc, ça va se manifester par des plaques, en fait, vraiment sans aucun cheveu. Ça détruit les follicules pileux ou ça fait tomber les cheveux et tant qu'il y a l'inflammation, du coup, le cheveu ne repousse pas. Voilà. C'est pas cicatriciel. Oui. Okay. C'est pas cicatriciel, exactement. C'est pas une anomalie au niveau de la peau du cuir chevelu. Mais la pelade, ça peut être, c'est pas le sujet, mais ça peut être réversible ou c'est irréversible? Non, ça peut. Alors après, tout dépend du stade de la pelade, de sa sévérité, parce qu'il y a des gens qui perdent vraiment tout le cuir, enfin tous les cheveux au niveau du cuir chevelu, et peuvent même perdre leurs poils. Les cils, les sourcils, etc. Donc tout dépend, mais aujourd'hui il y a quand même des traitements. Avant on disait aux gens non, on peut pas traiter. Alors parfois une pelade peut repousser toute seule. D'accord. Voilà, c'est comme quelqu'un qui a, c'est une sorte de maladie auto-immune qui va être déclenchée parfois, pas tout le temps, par un gros stress, certaines phases où on a un système immunitaire qui est un peu plus réactif, et donc on peut les perdre et les retrouver. Mais d'ailleurs dans l'alopécie, donc c'est génétique entre autres, mais le stress, comme c'est souvent à la base de beaucoup de choses, de déclencheurs, a une influence aussi sur le déclenchement de le déclenchement, on va dire la mise en valeur du gène. On va dire que il faut comprendre ça un peu. Je schématise. Votre alopécie androgénétique, vous dire que vous avez une sorte de stock de cheveux. Et ce stock, vous savez qu'il va finir par se perdre avec le temps et que même la qualité des cheveux va se perdre avec le temps. Donc ça, c'est génétiquement programmé. Ensuite, il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent aggraver ou accélérer cette chute. Et c'est pour ça que quand on consulte pour de l'alopécie androgénétique, on essaye d'améliorer tous les facteurs qui peuvent accélérer cette chute pour que la personne garde un maximum ce stock de cheveux qu'elle a. Oui. Pour le stress quotidien, si je puis me permettre, que tout le monde subit dans nos sociétés actuelles, il n'y a pas d'étude qui a fait un lien direct entre le stress. C'est difficile de faire voilà, c'est quand il y a vraiment un excès important de cortisol qui peut y avoir un impact. Voilà. Ok. Parce que comme du coup, moi ce que j'entends beaucoup auprès de non seulement des membres, mais aussi de beaucoup de femmes et d'hommes et d'enfants d'ailleurs, c'est que certains médecins vont dire c'est le stress, il faut se calmer. Non. Et aussi, notamment pour les enfants, et ça c'est pour ça que je me permets en fait d'appuyer là-dessus, certains praticiens vont dire aux parents que leur enfant, qui vont être touchés par une pelade sévère, est concerné, touché par le stress, etc. Donc les parents vont avoir une culpabilité énorme, alors que on n'a pas de preuves. Voilà. Alors, il y a deux choses différentes. Tu as parlé de pelade. C'est deux mécanismes complètement différents. Donc, la pelade, c'est vraiment une maladie auto-immune. L'alopécie, c'est génétiquement programmé avec des hormones. Le stress joue un rôle, mais ce n'est pas la cause de la maladie. Alors, dans la pelade, peut-être un peu plus. Dans la pelade, tout dépend. C'est-à-dire que ça peut être un facteur déclenchant d'une nouvelle poussée. Mais il faut comprendre que, pareil, ceux qui ont une pelade, ils peuvent être génétiquement programmés à avoir des maladies auto-immunes. Et d'ailleurs, quand il y a quelqu'un à qui on diagnostique une pelade, on va lui faire un bilan pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres maladies auto-immunes associées. Des problèmes de thyroïde, d'autres problèmes aussi. On leur fait en fait tout un bilan pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres maladies auto-immunes. Donc parfois, elle peut se déclencher toute seule, la pelade, sans forcément qu'il y ait cette cause de stress. Mais ce qu'on sait, et ça peut avoir aussi un impact, c'est que s'il y a un choc psychologique chez quelqu'un qui a eu une pelade ou qui a une tendance génétique à avoir la pelade, ça peut déclencher une nouvelle poussée. Mais c'est pas forcément à tous les coups. On retrouve pas toujours à chaque poussée un stress déclencheur. Ouais, c'est sûr que... Non, et puis c'est terrible parce qu'il y a des patientes qui cherchent tout au long parfois de leur vie
quel stress peut être Ah oui. à incriminer. Ah, c'est bien Alors d'en parler alors, Catherine, et de dire que c'est Ouais, pas forcément... C'est ça, c'est qu'en fait, il faut, c'est bien de chercher pourquoi, etc. Mais il y a beaucoup de femmes. Quand je dis de femmes, c'est parce que voilà, on est vraiment là en train Oui, on de parle parler des femmes spécifiquement aujourd'hui. mais ça s'applique à tous. Beaucoup de femmes qui vont me dire, mais enfin, je comprends pas. Moi, j'ai une plaque de pelade, ou alors j'en ai une plus importante, mais j'ai absolument aucun stress. J'ai été au meilleur de ma vie, en vacances, etc. Quand je suis stressée, j'ai pas de plaque. Donc, c'est vrai que le lien, moi, en tout cas, de ce que j'entends, il n'est jamais établi. Non, c'est que le stress peut déclencher des poussées, c'est ce que j'ai dit, mais que c'est pas la cause de la maladie. D'ailleurs, les gens veulent toujours une cause. Oui. Mais dans les maladies dermato, ça n'existe pas. La plupart du temps, c'est plusieurs facteurs avec probablement une prédisposition génétique qui font que cette maladie peut se déclencher. Après, on sait aussi qu'il y a des facteurs de mode de vie qui peuvent accélérer ou accentuer certains symptômes qu'on peut observer. Mais c'est pas une cause. Et les gens vont taper sur Internet, envie, pour le stress, mais non, malheureusement, il y a aussi des choses qu'on ne connaît pas encore complètement. Est-ce qu'on dirait à un homme qui perd ses cheveux que il est trop stressé ou qui s'alimente mal? Parce que là, on a parlé tout à l'heure de pelade, mais la femme, c'est vrai. Encore une fois, on confond cette pelade faut et faire alopécie. attention. Non, je parle de en l'occurrence, je parle d'alopécie androgénétique. Pour l'alopécie androgénétique, effectivement. C'est vrai qu'à l'homme, on n'est pas dans cette réflexion-là, en fait, tout C'est simplement. vrai que les femmes, on pense toujours qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Quand une femme perd ses cheveux, on se dit elle a une maladie, il doit y avoir quelque chose dans les prises de sang qui explique. Et du coup, quand on a une alopécie androgénétique, on a souvent des amis bien intentionnés, les proches qui vont nous donner des conseils. Peut-être que tu es stressé, peut-être qu'il faut que tu manges différemment. Moi, sur mes réseaux, j'ai beaucoup change ton alimentation, tu manges pas assez bio, tu es trop stressé, c'est la pollution de nos jours. Génétique. Et en fait, mon père, qui a perdu tous ses cheveux à 20 ans, lui, on lui dit pas ça. D'ailleurs, c'est à peu près homme-femme, on est à peu près sur en statistique, à peu près sur le même nombre de personnes pour l'alopécie androgénétique. C'est difficile. C'est difficile. Je pense que c'est sous-estimé pour les femmes. Ouais. C'est sous-estimé, donc c'est difficile aujourd'hui de donner des chiffres, je pense. Oui, parce qu'il y en a plein. Il y a beaucoup de femmes qui viennent jamais consulter. Oui, exactement. Puis quand on est attentif, quand on prend le métro parisien, par exemple, et qu'on connaît, on en voit autant que des hommes chauves. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on n'est pas forcément attentif. Non, voilà. on est devenu. Il y a des personnes radars. Moi, je scanne les crânes pour trouver qui a des cheveux bien denses et qui a des cheveux clairsemés. Laure est un scan. Oui. Et du coup, j'en vois absolument tous les jours. J'ai pas l'impression qu'il y en ait moins. D'ailleurs, Laure, cette chevelure magnifique. Parce qu'on parle d'alopécie. Comment ça se fait qu'on ait une belle chevelure là? Si moi quelqu'un scanne mon crâne, il pourra peut-être trouver un volumateur capillaire au bout d'un moment. Alors qu'est-ce que c'est? Raconte. Parce que ça j'ai appris en préparant l'émission. Un volumateur capillaire, c'est simple, c'est une pièce de cheveux qu'on tu vas l'enlever? Ah oui, je peux le retirer. Waouh. Ça va vite. Je pensais que c'était plus complexe à nos propres cheveux en fait, et qui permet en quelques clics de retrouver une densité. Oui, bien sûr. Oh là là. Je veux aussi toucher. Je l'ai regardé dans les coulisses, c'est incroyable. Vraiment, je trouve ça impressionnant. Non, mais ce que je pensais pas là, mais c'est pour ça que j'adore ne pas tout savoir avant l'émission, c'est que ça s'enlève aussi facilement. Est-ce que ça va se mettre aussi facilement? Alors, on va voir. Normalement, il faut un miroir, mais je vais le tenter parce que j'ai l'habitude. Et en fait, c'est vrai que quand on a une alopécie, moi, si je sors comme ça dans la rue, les cheveux attachés, je vais pas forcément choquer les gens. Donc les gens vont me dire, les gens qui me voient un peu tous les jours. Enfin, il y a que les gens qui vont me voir tous les jours, justement, les collègues et tout, qui ou les gens qui sont plus grands. En fait, il y a aussi cette histoire, c'est que si c'est au-dessus que ça se passe. Oui. Non, mais c'est vrai. Vous avez de la chance, en fait. Oui, c'est ça. Nous deux. Mais des fois, on est assis, hein. Oui, c'est vrai. Ça arrive. Et on fait debout tout le temps, c'est la solution. En fait, le truc, c'est que. Mais ça se remet quand même. Justement, parce en fait, que t'as la main, mais. On me dit des fois, mais t'es pas obligé de porter un volumateur. Ben, je suis pas obligée. Mais je veux dire, j'ai quand même. Oui. T'es pas obligé, mais tu te sens mieux. Je me sens mieux avec, je peux me sentir plus facilement jolie, et surtout à une époque de ma vie où j'étais très très complexée par mon alopécie et où je commençais à avoir des regards des collègues sur mon cuir chevelu quand je parlais, ça parlait par derrière et tout. Ah non, mais un jour j'étais à la pause café au travail. Et il y avait une jeune collègue en plus avec des cheveux magnifiques, une fille de 20 ans. Ses cheveux insultants, tu sais, genre. Oui, des cheveux. En fait, elle regardait pendant que je parlais, j'étais en train de raconter un truc, je l'ai vu regarder mon crâne et froncer les sourcils. Et je pouvais lire dans ses pensées. Aïe. Je pouvais lire, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi? Mais c'est horrible. Et en fait, elle s'arrêtait pas. Et moi, j'arrivais plus à finir mon histoire. Arrêté, oui. En fait, j'arrivais plus à finir. Enfin, parce que j'étais comme si je me liquéfiais à l'intérieur, en fait. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit,
là, je veux pas avoir ce genre de regard sur moi, en fait. C'est pas possible. Donc, je connaissais l'existence des volumateurs capillaires, parce que j'avais vu un peu sur YouTube que ça existait. Je me suis dit, il faut que j'en achète un. Et ça n'a pas été un cap facile à passer parce que je me rappelle, ma mère, elle était pas pour. Moi, je cherchais un peu l'approbation de ma famille parce que pour moi, c'était un truc honteux. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 30 ans, mais... Non, mais oui, non, mais je comprends. Ouais, j'avais 29 ans, mais j'avais envie de... Pour moi, vu que c'était quelque chose de très délicat, j'avais quand même besoin d'avoir comme une approbation de mes proches. Et en fait, cette approbation, elle venait pas parce que ma mère, elle me disait, mais tu vas pas mettre une perruque. C'est pour les femmes. Je pense que c'est relié à une image un peu négative. Parfois, je pense, les gens ne sont pas encore assez habitués. Ah, pourquoi une femme, elle met une perruque? Mais ça commence un peu, hein. Maintenant, parce que c'est maintenant, plus il y a des choses démocratisé. sur les réseaux, on en parle, et puis on peut voir que ça fait naturel, mais c'est vrai qu'elle s'imaginait que j'allais me retrouver avec une coupe à l'ancienne. C'est ça, il y a cette image, c'est ce que tu disais. Ouais, c'est ça, le renard. Un peu déguisement, mais perruque déguisement, c'est vrai. C'est Et du l'association coup, des deux mots. j'ai dû y aller seule et passer ce cap seul. Au bout d'un moment, quand j'ai eu trop quand pour moi, le complexe est devenu trop difficile à gérer, malgré le minoxidil, les traitements et tout, je me suis dit, là, ces regards-là, je les veux plus. Oui, donc là, il n'y a pas de traitement. Enfin, tu prends plus rien. Ah ouais, j'ai tout Mais alors moi, j'ai déposé les armes, j'ai dit, ça y est, stop. Parce qu'en fait, quand je suis passée au volumateur, pour moi, c'était ma solution. Donc, je pouvais me débarrasser des traitements. Ouais. Mais je sais qu'il y a plein de femmes qui continuent les traitements avec volumateur. En fait, on peut faire les deux, oui, bien sûr. l'un ou l'autre. Et en fait, ça m'a tellement permis de me sentir bien, etc., que je me suis dit, limite, ça m'a détachée de mon alopécie. Maintenant, je suis beaucoup moins complexée qu'à l'époque et j'ai beaucoup moins besoin psychologiquement de ça, en fait. Maintenant, c'est juste pour une émission de télé. Mais je trouve ça génial, vraiment, entre nous, hein, on se connaît pas, que là, tu es en plateau, télé, il y a beaucoup de personnes qui regardent. Et puis tu enlèves ton volumateur et puis tu le remets. Enfin, on voit cette sérénité par rapport à ça. Et c'est important pour je dirais pour la cause globale en fait, parce que c'est vrai que on voit beaucoup de quand on fait une émission ou un podcast ou des choses comme ça, c'est plutôt des personnes avec une alopécie plus spectaculaire qu'une alopécie androgénétique qui est plus ou moins masquée parce que c'est entre deux eaux quoi. Et je trouve que ce que Laure vient de faire est absolument positif pour la suite parce que ça va permettre à des femmes de se dire ok. Ouais, bon, elle le fait pas, c'est désespéré, c'est-à-dire c'est ça, c'est le message qu'on veut faire passer. Il faut aussi savoir que l'alopécie androgénétique, il y a plusieurs stades. Oui. Et heureusement, toutes les femmes n'ont pas non plus un stade où c'est sévère et où il y a une visibilité du cuir chevelu et que avant il y a quand même des solutions comme ce que tu utilises qui peut quand même pas mal stabiliser, surtout si on commence tôt. Mais en même temps, si elle est sévère, on n'est pas non plus en panique totale parce qu'on se dit qu'il y a aussi cette solution qui fait très naturelle, qui permet aussi de s'accepter. Et comme tu disais très bien, je pense que tu as dû, on en parlait tout à l'heure, traverser un chemin en fait pour l'acceptation. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, t'en parles sereinement aussi. C'est aussi que quand je suis passée au volumateur, j'ai commencé à en parler un petit peu sur YouTube. Et en fait, ça a été hyper thérapeutique pour moi parce que en fait, je me suis retrouvée face à plein de femmes qui avaient la même problématique, avec qui j'ai échangé et pour qui, quelque part, je montrais, mais j'étais dans ma chambre. Et en fait, j'ai pris l'habitude après de montrer mon alopécie. Mais moi, ce que je vois par rapport à Comme un diadème et mes réseaux, c'est qu'il y a plein de femmes qui passent au volumateur et qui en sont pas à mon stade d'alopécie. Elles ont une alopécie que moi, je vois à peine. Mais parce qu'en fait, mais tout comme moi, quand je suis passée au volumateur à 30 ans, ça se voyait pas tant que ça. Moi, j'ai des photos de moi à 30 ans, on se dit pas, elle perd ses cheveux, mais en fait, le mal-être psychologique, des fois, il est pas du tout en lien avec le niveau de clairsemage. Voilà. Et moi, j'étais moins complexée, je suis moins complexée maintenant avec mon alopécie que il y a 5 ans quand je suis passée au volumateur en fait. Oui, l'acceptation, la maturité. C'est ça. Et elle n'a absolument aucun lien avec le nombre de follicules pileux qui sont encore présents sur la tête. C'est vraiment en fait le moment de la prise de conscience qui peut être extrêmement difficile parce que du coup on se rend compte qu'on rentre dans un espèce d'univers déjà qui est un petit peu vertigineux parce qu'on ne sait pas trop déjà qui aller voir, qui consulter, etc. Et puis surtout, où est-ce qu'on va aboutir, où est-ce qu'on va aller, jusqu'où ça va aller. Mais en réalité, c'est une question qu'on peut se poser sur absolument tout. Hein. C'est jamais, on n'aura jamais la réponse. Voilà, on n'aura pas la réponse. Puis moi, c'est une question que je continue de me poser. Maintenant, ça va mieux, j'ai accepté mon alopécie, mais c'est vrai que des fois, je me dis...
J'espère que je vais pas. Des fois, si je vois une femme dans la rue, des fois, on en voit qui perdent beaucoup leurs cheveux, qui ont juste un peu des cheveux sur Parce le que côté. du coup, on peut plus mettre le volumateur s'il reste très peu de cheveux. Après, c'est la d'accord. perruque après. Hein. C'est ça. Ou alors, on se rase et enfin voilà, on n'est pas obligé de D'ailleurs, passer au volumateur, quoi. On n'a pas précisé, mais ça, c'est toi, c'est ta marque, c'est Ouais. ça, de volumateur, parce que tu as créé ta propre marque de volumateur. C'est ça, parce capillaire. qu'en fait, quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux, j'étais au départ en partenariat avec une boutique qui vendait des modèles, mais en fait, c'était genre 5-6 000 euros. Et je me disais, mais mince. Ah oui, pardon. Alors moi, oui, j'ai oui. pu en avoir un gratuitement, donc c'était bien pour moi. Mais je me suis dit, mais à un moment, quand je regardais d'autres sites qui avaient en ligne à l'époque, c'était une image très orientée santé, que moi, personnellement, je trouvais un peu vieillissante, pas assez jeune, dynamique. Presque punitive, quoi. Ouais, voilà, c'est genre, t'as 30 ans, tu vas là-dessus, t'as envie Ouais. de... Et du coup, au bout d'un moment, j'avais des filles qui me disaient « Ouais, mais il faut pas que t'ailles là parce que ça coûte trop cher. Il y a des sites aux US, en Australie qui existent, qui proposent des produits. À l'époque, c'était autour de $2 000. » Et du coup, je me suis dit « Mais putain, pourquoi on n'a pas ça en France, en fait ? C'est pas normal. C'est pas juste. Ouais, c'est pas juste. Et quand je regardais les sites existants à l'époque, c'était trop orienté santé. Puis j'ai commandé, ça me convenait pas. Ça me faisait une tête. Je me rappelle, je suis allée chercher mon père à l'aéroport. Il m'a regardé, il me fait « T'as quoi sur la tête ?» Là, c'est pas bon signe, effectivement. Je ne citerai pas la marque, mais j'ai renvoyé direct parce que moi j'ai voulu me persuader que c'était bien. En plus, oui, sinon Bah oui, tu t'accroches à ça comme qu'il la était dernière moins fois. cher. Oui, Il était à 1000 euros. Je me suis dit, il me faut ça. Mais ça reste quand même une fortune. Ça reste quand même Oui, une mais fortune, hein. c'était quand C'est même. parce ça qu'on marche pas. compare, mais ça reste quand même très Et cher. en fait, quand j'ai vu qu'il existait ces marques, je me suis dit, bah, c'est trop dommage qu'on n'ait pas ça en France. Et donc, j'ai travaillé à proposer ça en France. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé Comme un diadème. Et j'ai continué les vidéos sur YouTube, sur ma chaîne, pour expliquer. Bon, moi, mon alopécie, en soi, je vais être crue, je m'en fiche, en fait. Moi, ce qui est important, c'est la cause générale, c'est l'association, c'est de pouvoir parler de plus en plus de ce sujet-là qui est énormément tabou. En fait, c'est vrai que l'alopécie féminine, c'est une chape de plomb qui tombe à chaque fois sur les personnes concernées qui sont convaincues qu'elles sont les seules à le vivre. Donc moi, vraiment le sujet aujourd'hui qui est très important, c'est de leur dire, 1, non, vous n'êtes pas seul. 2, si vous voulez rencontrer des sisters, vous en avez plein. Il y a des rencontres qui sont organisées. Il y a des villages, des salons qui sont C'est ce organisés. que tu fais avec la Tresse Association. C'est ça. La Tresse Association. Hein, Ouais, comme c'est qu'on ça. dit, oui. Et puis, il y a tellement de formes d'alopécie différentes. Donc, oui, on a parlé de la pelade, mais il y a le lichen planpilaire, il y a l'alopécie frontale fibrosante, il y a plein d'alopécies. Et je suis là pour leur dire que elles sont toutes reconnues, elles sont toutes source d'angoisse, de peur, parfois d'isolement. Moi, je l'ai vécu personnellement. Hein. Je voulais plus sortir de chez moi. J'avais enlevé les miroirs. Enfin, c'était un truc. Voilà. Enfin, pour moi, c'était terminé, quoi. Donc, vous n'êtes pas seul. Les parents qui ont des enfants qui sont concernés, vous n'êtes pas seul non plus. Et il y a des choses qui s'organisent pour vos petiots. Et les hommes, promis, on vient vers vous très très vite. Il y a la branche qui est en cours de développement, mais voilà, c'est vraiment ça pour moi qui est important. Mon expérience, elle est ce qu'elle est. Mais je suis très contente que Laure parle de la sienne, parce que l'important en fait de la tresse, c'est que tous les témoignages se mêlent pour former quelque chose de solide et qu'il y ait moins ce côté tabou qui empêche la femme de parler. Bah, voilà, on arrive sur la fin de l'émission déjà, et c'était très. Je suis bouche bée, voilà. Ce que j'aimerais sur cette fin d'émission, c'est faire un petit tour de table, et je vais commencer par Dr Skin. Toi, si tu avais une chose à dire à la personne qui nous regarde là, qui pense peut-être avoir un problème d'alopécie, ou qui pense peut-être avoir quelqu'un dans l'entourage qui serait concerné par ça, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Je pense que c'est surtout si c'est une femme et qu'elle est concernée vraiment par sa problématique et qu'elle remarque qu'elle a une chute importante, comme je l'ai dit tout à l'heure, faut se faire confiance. On le sait, on se connaît.
si on voit qu'il y a une chute importante, ne pas attendre des années, parce que souvent, elles consultent au bout d'années et d'années en fait de chute, mais sans forcément s'en rendre compte, hein, mais d'attendre en fait vraiment que l'arrêt soit trop visible, que les cheveux soient trop clairsemés pour consulter, mais consulter bien avant, parce que déjà, si on doit mettre des traitements en place, ils seront plus efficaces. Comme ça, on arrivera à stabiliser au moins et à proposer des solutions plus sereines. Parce que le problème aussi, c'est que quand les personnes consultent pour la chute de cheveux et que c'est assez avancé, dans leur tête, c'est ça y est, je suis soulagée, je vais voir le médecin, il va pouvoir me proposer une solution, je vais pouvoir revenir en arrière. Sauf que la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est j'essaie au moins de vous stabiliser la chute. Peut-être qu'on va récupérer un certain volume selon la cause de la chute, les causes de la chute, ce qu'on peut corriger en tout cas, mais on ne reviendra pas en arrière. Oui, forcément. Merci. Laure, en espérant que le micro fonctionne. Alors, qu'est-ce que tu dirais? La première chose que je dirais, c'est que faut pas qu'elles pensent qu'elles sont seules, parce qu'on est énormément de femmes jeunes à être touchées. C'est pas que des femmes âgées. Oui. Il y a vraiment tous les âges, entre 20 et 80. Je leur dirais que on peut être heureux avec une alopécie, même si là, aujourd'hui, elles y croient peut-être pas. Elles se disent que c'est pas possible. Elles passent des soirées sur des forums à chercher des solutions. On peut être heureux et épanoui. Il y a des solutions qui existent, il y a des traitements, il y a des médecins, il y a des associations. Il y a beaucoup de choses maintenant qui sont faites sur les réseaux sociaux. On a la chance d'être une époque où on a des solutions qui peuvent faire naturelles si on arrive à un cas où on se supporte plus. Donc voilà, faut pas laisser plus de place à l'alopécie qu'elle n'en mérite dans sa vie, en fait. Très belle fin. À toi, Catherine. Alors, moi, je dirais en priorité que leur peine est légitime. Voilà. Faut pas culpabiliser en plus d'être triste pour des cheveux, parce qu'on a souvent tendance à entendre c'est que des cheveux. Non, c'est pas que des cheveux, ça fait des siècles et des siècles que, anthropologiquement parlant, le cheveu a une signification extrêmement forte et extrêmement lourde. Je leur dirais également que il y a beaucoup de solutions qui existent, même si aujourd'hui ces personnes-là ne voient pas le bout, entre guillemets. Il peut y avoir des solutions médicamenteuses, il peut y avoir des solutions esthétiques, il peut y avoir des solutions d'acceptation aussi. Je me fais tatouer le crâne parce que je kiffe. Et puis, je rejoins Laure. Vous n'êtes pas seul, on est là, donc voilà, n'hésitez pas. Merci encore à toutes d'être venues. Donc je rappelle que Dr Skin, on te retrouve sous le pseudo Dr Skin sur les réseaux sociaux. Pour toi, Laure, c'est comme un diadème. C'est ça. Un peu sur tous les réseaux sociaux également. Et puis pour Catherine, c'est l'association. Donc c'est la Tresse Association. La Tresse Association sur Instagram. Et puis il y a le site internet aussi. Donc on appelle si on a besoin, juste pour prendre des renseignements. On envoie un message et on a une équipe qui répond. Super. Merci vraiment. Merci à vous de nous suivre aussi nombreux. Et si on a aidé ne serait-ce qu'une personne aujourd'hui, on aura réussi notre mission. À très bientôt.